C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, voici les titres de cette édition. En Algérie, poursuite des travaux de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. En Libye, le Conseil présidentiel annonce une nouvelle initiative pour la résolution de la crise dans le pays. Il s'agit d'une rencontre consultative entre le gouvernement d'union, le Haut Conseil de l'État et le Parlement de Tobruk. Et dans les territoires occupés, 4 Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi à l'aube lors d'un raid des forces sionistes en Cisjordanie. Communauté européenne à l'issue d'une nouvelle réunion à Bruxelles. Pas d'élargissement de la Convention de Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie, exception faite à la Croatie. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a effectué ce jeudi une visite au siège du ministère de la Défense nationale, où il a été accueilli par le général de l'armée, Saïd Chinguereha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Abdelmadjid Tebboune a présidé la réunion de travail périodique au cours de laquelle il a présenté un exposé exhaustif sur la situation sécuritaire prévalant à travers l'ensemble du territoire national, portant sur le bilan des activités exécutées par les unités de l'armée nationale populaire au titre de l'année 2022. À cette occasion, le président de la République a donné un ensemble d'orientations et instructions au personnel de l'AMP en les exhortant à poursuivre le processus de développement et de modernisation de toutes ses composantes. Actualité nationale, toujours, le Conseil de la Nation a adopté ce jeudi à l'unanimité le texte de loi de finances pour 2023 lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil, en présence du ministre des Finances Brahim Jamal Kassali et de plusieurs ministres. Le texte de loi de finances 2023 propose une série de mesures tant en matière d'appui à l'investissement que dans la sphère fiscale, dans le cadre d'une nouvelle approche budgétaire centrée sur des objectifs pour davantage de transparence. Nous vous le disions en titre, les travaux de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique sous le thème « Soutien aux nouveaux membres africains au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le traitement des questions de la paix et de sécurité dans le continent africain » se sont poursuivis à Oran pour la seconde journée consécutive. Le thème des réponses africaines aux menaces émergentes pour la paix et la sécurité sur le continent a été programmé. En réalité, le contre-terrorisme est en soi un défi intellectuel. J'ai pu écouter les interventions de quelques-uns de mes collègues dire que l'efficience du travail de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme souffrait une certaine forme de désaccord autour de la définition du terrorisme. Mais la sagesse de la communauté internationale a pu adopter plusieurs définitions thématiques selon le type de crime, de manière à ce que la coopération antiterroriste puisse se développer autour de certaines thématiques particulières. De son côté, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Assoumi Massaoudou, n'a pas manqué de rappeler le rôle pivot de l'Algérie en tant que porte-parole de l'Afrique. Au Niger, nous respectons cette position de l'Algérie. Nous souhaitons, et nous avons déjà d'excellentes relations avec l'Algérie, nous en avons toujours eu, et nous souhaitons développer l'Algérie de cette relation-là à travers des grands projets structurants entre nous. Nous avons échangé sur quelques-uns. Il y a un, par exemple, qui est en cours avec le Nigeria. Vous voyez bien que ce projet de gazoduc, que nous avons aussi d'autres idées, beaucoup d'autres idées. Nous avons aussi la nécessité de relancer et de revoir, de dépoussiérer tout ce que nous avions comme coopération sur le plan
sécuritaire dans cette région autour du Sahara. Et cette 9e édition de la conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique est aussi l'occasion de revenir sur les défis et les ambitions africaines à la lumière de son passé et des grands bouleversements que traverse le monde. On écoute Leïla Zerouki, envoyée spéciale chargée des grands partenariats au ministère des Affaires étrangères de l'Algérie, au micro de notre rédaction. La place de l'Afrique doit être construite par les Africains. Nous avons une responsabilité. Nous étions absents quand l'ordre international a été créé. Il y avait 51 États qui ont voté. Il y avait 2 Africains, l'Éthiopie et le Libéria. Donc aujourd'hui, nous devons, nous, en tant que continent, avec nos instruments, avec nos mécanismes, je pense qu'il est clair aujourd'hui. Et si aujourd'hui on est aussi convoité, c'est parce que les gens comprennent que nous sommes de mieux organisés, que nous essayons de mettre de côté tout ce qui peut créer divergence pour nous concentrer sur nos priorités qui assurent, 1, notre sécurité, 2, notre développement. Nous vous le disions en titre, en Libye, le Conseil présidentiel annonce une nouvelle initiative pour la résolution de la crise dans le pays. Il s'agit d'une rencontre consultative entre le gouvernement d'union, le Haut Conseil de l'État et le Parlement de Tobruk. Une réunion préparatoire en coordination avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye est destinée à mettre un terme aux périodes de transition. Il sera surtout question d'étudier les initiatives, idées et points de vue proposés par les partis politiques et les forces nationales libyennes pour une sortie de crise. Toujours en Libye, le chef du gouvernement d'Union nationale annonce avoir honoré ses promesses d'augmentation des salaires et améliorer la vie des Libyens. Il a aussi exprimé son refus aux tentatives parallèles à l'organisation des élections pour une sortie de crise. Abdelhamid Dbeiba promet par ailleurs de poursuivre l'exécution des plans de développement malgré les entraves. Il s'engage enfin à ne pas décevoir les plus de 2 millions de Libyens qui revendiquent la tenue des élections dans le pays. Dbeiba s'exprimait ce jeudi à l'issue du 16e Conseil ordinaire du gouvernement d'Union nationale à Tripoli. En République démocratique du Congo, une enquête préliminaire a permis de confirmer la mort de 131 civils, dont 17 femmes et 12 enfants, au cours d'actes de représailles contre les populations civiles perpétrés le 29 et 30 novembre dans 2 villages. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de l'ONU. Selon une enquête préliminaire de l'ONU, au moins 131 civils ont été tués par les rebelles du M23 le 29 et 30 novembre dernier dans 2 villages à l'est de la République démocratique du Congo. Un bilan probablement appelé à s'alourdir si l'on se réfère au massacre du 1er décembre dernier, où l'armée congolaise avait accusé le M23 d'avoir exécuté au moins 50 civils à Kishish, un bilan qui a été rapidement revu à la hausse par le gouvernement. Les victimes ont été exécutées arbitrairement par balle ou à l'aide d'armes blanches, précise la MONUSCO dans un communiqué. 8 personnes ont par ailleurs été blessées par balle et 60 autres enlevées. Le communiqué indique que ces violences ont été commises dans le cadre d'une campagne de meurtre, de viol, d'enlèvement et de pillage contre ces 2 villages en représailles à des affrontements entre le M23 et des miliciens des Forces démocratiques de libération du Rwanda et autres groupes armés. L'enquête a été menée par le Bureau conjoint des Nations Unies par les droits de l'homme et la MONUSCO, qui ont interrogé 52 victimes et témoins directs et diverses sources à Rwindi, où se trouve une base de la MONUSCO et où des victimes et témoins ont trouvé refuge. Par ailleurs, les autorités de Kinshasa ont fait état lundi d'un bilan environ 300 morts dans le village de Kishish, dans la province du Nord Kivu. Le M23 a pour sa part démenti avoir commis ce crime, reconnaissant seulement la mort de 8 civils tués selon lui par des balles perdues lors d'affrontements à Kishish entre ses combattants et des miliciens. Une affaire à suivre. C'était un sujet signé Iman Merad. Au Liban, une 9e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un président de la République au Liban qui n'a toujours pas abouti à l'élection d'un président de la République après la fin du mandat de Michel Aoun le 31 octobre passé.
Le président de l'instance, Nabih Berri, a levé la séance avant d'annoncer la tenue d'une nouvelle réunion le jeudi 15 décembre. Cette séance sera la dernière pour l'année 2022. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé à l'aube aujourd'hui que 4 citoyens sont tombés en martyrs sous les balles des forces de l'occupation. Ils ont été tués par les forces de l'occupation lors d'une opération à Jenin. Les détails avec Lila Gertal. Décidément, il ne se passe pas un jour sans que des Palestiniens ne tombent en martyrs. Les forces de la horde sauvage sioniste s'amusent et prennent un malin plaisir à tuer de jeunes Palestiniens. Des adolescents et des jeunes sans défense tombent comme dans un jeu vidéo sans vie devant les caméras du monde entier sans la moindre réaction. L'impunité envers l'entité sioniste l'a fait passer maître dans l'art de tuer. Alors, du Palestinien, on tue en vrac, on tue de sang-froid, on tue à balles perdues, et puis, pour le fun, on fracasse les membres de ceux qui agonisent avant de les achever, le sourire aux lèvres et l'arme à la main. Voilà le quotidien des Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, à Naplouse ou encore à Jenin. Où va cette folie furieuse? Pourquoi? Les voix des droits de l'homme et de l'Occident civilisateur sont si timides, voire inaudibles. Pas plus tard que ce matin, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un raid de l'armée sioniste, plus précisément dans le camp de Jenin, en Cisjordanie. Des assassinats commis dans des incursions nocturnes de la terreur effectuées à l'aube. Une habitude qui s'érige en loi, celle qui consiste à terroriser les Palestiniens de jour et de nuit. Rien n'arrête l'occupation, rien ni personne, ce qui explique le peu de cas que cette entité poison fait du poids du droit international et de ceux qui se tuent à le défendre. Communauté européenne, l'Autriche a mis son veto à l'élargissement de la Convention Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie, bloquant leur entrée dans l'espace de libre circulation. La Croatie, sauf surprise, devrait, elle, être acceptée. Vienne a déjà fait savoir qu'elle voterait contre l'élargissement de l'espace de libre circulation pour ces deux pays. Les ministres européens de l'Intérieur doivent se prononcer à l'unanimité sur l'adhésion de chacun des 3 pays à l'espace Schengen. Pays européens. Et donc si on veut limiter la route migratoire des Balkans qui a tendance à remonter dans l'augmentation des migrants en Europe, il faut que nous puissions élargir l'espace Schengen pour maîtriser les frontières auprès des pays qui, eux, n'ont pas vocation à rentrer dans l'espace Schengen et qui doivent être davantage contrôlés. 15e sommet de l'ONU sur la biodiversité qui se tient au Canada, un rendez-vous à travers lequel des leaders des peuples autochtones appellent à ce que leur voix soit prise en considération. Leur territoire abrite 80% de la biodiversité restante sur Terre. Selon les experts climat de l'ONU, pour ce nouveau rendez-vous climatique après celui de Sharm el-Sheikh en Égypte, la COP 15 se concentrera sur le monde vivant à travers la Convention sur la diversité biologique, CDB, un traité adopté par la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Les peuples autochtones proposent que ce cadre mondial post-2020 reconnaisse dans une juste dimension la question des droits humains, notamment la question des droits des peuples autochtones. Il doit être conforme aux instruments internationaux, notamment à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Je pense que dans le contexte du changement climatique, des recherches ont été menées pour savoir dans quelle mesure les peuples autochtones bénéficient d'un soutien financier pour mener à bien leurs actions. C'est très peu et c'est assez surprenant. Les personnes qui protègent 80% de la biodiversité reçoivent moins de 1% du soutien financier. Et je suis sûre que c'est aussi le cas dans le contexte de la conservation de la biodiversité. Les populations autochtones reçoivent très peu de soutien. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.